Salut Raphaël, Salut Julien, comment ça va? enchanté. Très bien, super en forme ce matin, toi aussi. Ouais, ça va très très bien. Je suis très content de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup pour ton temps et de ta présence ici. Bah écoute, c'est un plaisir vraiment partagé parce que j'écoute ce que tu fais depuis un certain temps et je suis très heureux d'avoir cette petite tribune sur ton podcast. Donc merci Bon, de ta confiance. c'est gentil. Raphaël, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, complètement. Donc moi je m'appelle Raphaël Zerbini, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le commerce maintenant. Alors j'ai un parcours qui m'a plutôt permis de travailler beaucoup dans des grands groupes, vraiment en montant les différents échelons du commerce par passion, certainement aussi par une bonne connaissance de tout ce milieu-là maintenant après les années. Et puis ça fait à peu près un an et demi que j'ai décidé de rejoindre Romain Collignon, pour ceux qui le connaissent. On s'appelle Squared maintenant, mais de bosser avec Romain pour justement mettre un pied aussi dans ce marché de l'entrepreneuriat que je connaissais moins et pour amener cette compétence de structure, de grande vente B2B que j'avais pendant des années et qui m'a permis de vraiment travailler avec Romain, et je pense qu'on va en parler cette année sur plein de sujets de structuration de commerce, etc. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai rejoint un univers différent où j'essaie d'amener toute l'expérience que j'ai acquise pendant 15 ans. Je suis passé par plein de grands groupes, j'ai managé des BU, mais c'est vrai que cette idée de se reconnecter aussi vraiment au marché, aux entrepreneurs, etc., était très séduisante pour moi. Et donc, voilà, voilà en quelques mots ma trajectoire des dernières années. Bon, c'est un beau résumé. Ce qui m'a, alors bon, moi je le dirai toujours, mais ce qui m'a toujours plu chez Romain, c'est son côté justement très carré, très Ouais. structuré, et le fait que tu sois là, ça prouve encore cette volonté d'apporter du professionnalisme. Tu as un beau parcours sur justement le parcours B2B, avec notamment la Hmm. partie grand compte. Qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un milieu, dans un marché d'infopreneurs, solopreneurs, où la structuration n'est pas forcément le maître mot? Est-ce que tu n'as pas été trop chamboulé? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, j'ai pas été, je dirais, chamboulé, j'ai été surpris de voir les niveaux que peuvent être faits par différents infopreneurs, effectivement, au niveau de chiffre d'affaires, les niveaux de qualité qui sont délivrés, tout en ayant des process de vente que je trouvais quand même effectivement assez immatures. Alors, pas au sens négatif du terme, mais au sens où il y avait beaucoup de choses à améliorer et surtout beaucoup de choses à mettre en place qui ramènent des résultats rapides. Et c'est vrai que en fait, ça a été très progressif parce que tu sais, avec Romain, on travaille quand même sur des masterminds, etc., des choses assez premium qui s'adressent à des entrepreneurs qui sont quand même plutôt avancés. Et donc, mes premières ventes et premières relations ont été faites avec, c'était quasiment du B2B, hein, malgré tout, parce qu'on parle quand même à des gérants d'entreprise et des dirigeants d'entreprise. Et puis, c'est vrai qu'en creusant vis-à-vis de leurs clients à eux, etc. aussi, là, on descend un petit peu d'un cran. Et oui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à progresser. Et en même temps, il y avait, si tu veux, une agilité dans ce marché et une capacité à se remettre en question, à bouger vite, qui est un peu objectivement le pain des grands groupes, hein, c'est que tout a énormément d'inertie, qui est une vraie chance, qui est une chance immense. C'est-à-dire que quand on décide de mettre des choses, 2 semaines après, c'est efficace et ça peut fonctionner. Enfin, et ça peut être mis en place. Donc ça, je pense qu'il faut prendre le bon, le moins bon. Il y a beaucoup d'éducation à faire et en même temps, voilà, il y a un travail, un chantier de travail immense et ça, c'est passionnant. Et ça, c'est passionnant. Je pense que l'approche est en effet pas du tout la même. Est-ce que tu peux expliquer, selon toi, en quoi, pardon, le, la structuration commerciale d'une entreprise, en quoi cette structuration-là est importante et essentielle pour assurer une croissance pérenne et stable? Alors, en fait, à travers la structuration, moi, ce que je commence à faire, et ce qu'on commence à faire, c'est de se dire déjà quelle expérience je veux que le futur client, en tout cas la personne qui veut me rejoindre, vive à travers mon process commercial. Et donc, tu sais, on a tendance à dire il faut que je mette un setter, il faut que je mette un closer, il faut que je mette un CRM. D'accord, mais avant ça, quelles émotions vous voulez faire vivre à la personne qui va vous contacter? Elle ne vous connaît pas, elle connaît ce que vous faites certainement parce que vous avez fait un bon marketing, mais pour autant, elle ne connaît pas forcément vos valeurs, elle ne connaît pas forcément votre passé, elle ne connaît pas forcément votre histoire. Donc, quelle expérience vous voulez lui donner et quelle expérience vous voulez construire en rapport avec votre produit final? Si vous vendez quelque chose qui est un produit personnel, émotionnel, vous n'allez pas avoir un process de vente qui s'est construit avec des structures et des boîtes très rigides. Ça ne fonctionnera pas. À l'inverse, quand on prend des boîtes tech ou des choses comme ça, tu sais qu'on a des process qui vendent des outils très tech, très carrés, de paye ou je sais pas, de CRM et même plein de choses. Tu rentres dans des machines, enfin que tu connais certainement bien, où effectivement, tu as un setter, tu as une démo, tu as un closing, et puis on y va. C'est très carré. Donc en fait, effectivement, la structuration, elle doit d'abord être pensée par rapport à l'expérience qu'on veut faire vivre. Et une fois qu'on a défini ça, l'intérêt, pour répondre vraiment à ta question de structurer, c'est de perdre personne en route pour moi. C'est un petit peu le premier process. C'est à la fois
de se dire que toute personne qui va vouloir rentrer dans notre pipe, à un moment donné, elle aura une action commerciale définie, elle aura un suivi, etc. Parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de ventes qui se font en one shot, mais il y a beaucoup de ventes qui se font dans un temps un peu plus long. Et si le process n'est pas structuré, ces gens vont sortir du process, on ne va jamais aller les récupérer. Donc la structure, ça permet d'abord ça. La deuxième chose, c'est que la structure, et c'est très important parce que je sais que toi, par exemple, tu travailles beaucoup sur le coaching de commerciaux, c'est de donner un cadre et de donner confiance aux équipes. D'accord? Quand on a un script devant soi qu'on maîtrise, quand on a des coachings réguliers, quand on a un argumentaire qu'on maîtrise, quand on connaît les étapes suivantes dans les différents scénarios, on est quand même beaucoup plus performant parce qu'on peut vraiment se focuser sur l'écoute et sur la vente plutôt que sur le comment je le fais. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, c'est un peu ce que j'appelle, si tu veux, la maison dans laquelle je rentre quand je commence à faire mes ventes et je ressors à la fin de la journée. Dans cette maison, tout est maîtrisé. Je connais tout, je connais les pièces, je sais si je prends la porte à gauche, si je prends la porte à droite, où ça m'emmène. Et ça, à tout niveau, hein, je dirais qu'on soit des commerciaux plutôt débutants ou des commerciaux avancés, c'est absolument nécessaire et c'est très important. Et pour moi, la dernière chose importante par rapport à la structuration, si tu veux, c'est le pilotage. C'est le pilotage de ta performance. Effectivement, il faut un volant, il faut des indicateurs, sinon on n'est pas en mesure de savoir quelles sont les parties du pipe qui sont je dirais, qui sont très performantes et celles qui, pour le coup, nécessitent de travailler. On a tendance à toujours en plus passer du temps dans les zones de confort, là où ça fonctionne bien, là où ça rapporte de l'argent, etc. Alors que les leviers d'amélioration, ils sont souvent pas là. Donc voilà, ça permet aussi, cette structuration, elle permet vraiment de se doter de tous les outils de pilotage concret, quotidien que doit avoir quelqu'un qui gère une vente. Bon, on parlera de ça dans cet échange. Bien On parlera sûr. du sales enablement et de l'importance Ouais, que ça a forcément dans la performance commerciale. bien Peut-être, est-ce sûr. que tu pourrais, parce que tu as parlé de ton expérience grand compte et j'aimerais Ouais, bien peut-être que tu nous partages justement ce que tu as pu vivre, apprendre, ouais. expérimenter justement d'un point de vue structuration commerciale ou performance commerciale dans ce milieu-là. Ouais, complètement. Moi, de ces grandes ventes, alors qu'on peut appeler des ventes complexes, des ventes stratégiques, il y a plein de noms. Euh, quand j'ai débuté, j'ai pas commencé par des très grandes ventes comme ça. J'ai commencé, et c'était intéressant aussi, c'est pour ça que j'en parle, par aller commercialiser des dispositifs énergétiques de grande envergure. On parlait de plusieurs millions d'euros d'investissement à des collectivités. Et là, si tu veux, j'ai découvert déjà ce que pouvaient être les marchés publics, c'est une chose, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais en tout cas, ce que pouvait être le temps d'une vente longue. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, sur des grandes ventes, le premier facteur qu'il faut maîtriser, c'est le temps. Parce qu'en fait, ce n'est pas une vente qui va se faire en 2 jours, c'est une vente qui va se faire en 6 mois. Alors pourquoi elle va se faire en 6 mois? Parce que si tu veux, il y a énormément de temps de cadrage. Hein. Déjà, on dit que pour réussir une vente, il faut bien cadrer son projet. Donc, il y a énormément de discussions préalables. Ensuite, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui vont intervenir, des interlocuteurs techniques, des interlocuteurs financiers, des interlocuteurs de ressources humaines, etc. Donc, en fait, ce n'est pas une vente complexe, c'est plein de petites ventes différentes à faire à différentes personnes. Et tu sais, on parle beaucoup, et je sais que tu en parles beaucoup dans tes podcasts, de rentrer dans le filtre de l'autre. D'accord? Alors, on a déjà, nous, notre propre filtre, mais ton interlocuteur a aussi son propre filtre. Et le filtre de la compétence est quelque chose de très important. Donc, quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines ne verra pas du tout la même chose que quelqu'un qui est technique et ne sera pas du tout rassuré de la même façon. Et donc, en fait, on ne va pas convaincre tout le monde autour de la même table au même moment. Et donc, c'est ça qui est très important, c'est de vraiment savoir séquencer sa vente. Par où commencer? Alors souvent on se dit tiens on va aller commencer par le directeur parce que si le directeur est d'accord j'ai gagné la vente. C'est pas vrai du tout. On le sait tous, hein, un bon directeur, enfin un directeur il n'est pas omniscient, il maîtrise pas du tout tous ces sujets et donc il va surtout falloir convaincre ses N-1 un par un avant que lui soit rassuré sur tous les aspects, que ses équipes soient embarquées. Il faut vraiment embarquer les équipes avant de pouvoir avancer concrètement sur la vente. Ça fait Donc, partie de ton cadrage au final de te dire, ok, bah, par quelle exactement. porte je vais commencer à rentrer, par quelle porte pardon, je vais commencer à Ouais, rentrer. Donc ça veut dire que tu modèles au final ta vente selon les ouais, différents paliers que tu vas devoir passer. Donc ça prend combien de temps ça prend à faire tout exactement. ça? Écoute, ça dépend des structures, mais j'ai souvenir de projets, par exemple, on avait répondu à des appels d'offres pour Sanofi, tu sais, pour entretenir les machines qui produisent des médicaments. Tu vois, je te donne un exemple très concret. Ils avaient une usine, ils ont toujours d'ailleurs à Lisieux, qui fait, tu sais, les petites capsules de Doliprane ou de siloxane, je sais Ouais. pas si tu vois. Et donc, ces machines, je sais pas, elles débitent 10 000 doses à l'heure, quoi. Et donc, si la machine tombe en panne, à un moment donné, ils perdent des millions d'euros par jour. Et nous, on répondait sur un marché qui consistait à s'occuper de la maintenance de ces machines-là. Donc, vraiment, le truc hyper crucial, où tu sentais bien qu'elle est confiée à quelqu'un d'externe la maintenance de ces machines. Chez Sanofi, déjà, ils n'avaient pas l'habitude. C'était, pour le coup, quelque chose d'imposé par le siège. Et donc, on a eu presque 8 à 10 mois d'échanges avec les équipes techniques, avec les équipes financières, avec les équipes de production, avec les équipes qualité,
rien que pour démontrer notre compétence sur ce sujet-là. Tu vois. Et donc ça, là, tu es déjà dans la vente, tu n'es pas encore en train de parler chiffres, tu n'es pas encore en train de parler moyens, tu n'es pas encore en train de parler timing, tu es vraiment en train de parler de toi, de eux, ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui les rassure, qu'est-ce qui les rassure pas, quelles sont leurs expériences passées qu'ils ont eues, ce qu'ils ne veulent pas revivre, à l'inverse, qu'est-ce qui a très bien marché, qu'ils ont pu mettre en place, qu'ils veulent reproduire, etc. Et donc, tu es en train vraiment d'aller faire ton enquête et piocher, tu fais ton mapping, hein, tu vas chercher tout le monde, et puis petit à petit, tu vas construire ton projet. Donc, tu as énormément d'allers-retours. Tu as peut-être, je ne sais pas, une dizaine de réunions où tu as les 15 personnes que tu as interviewées autour de la table, pour le peu qu'elles soient toutes impliquées dans la vente, hein, parce que tu peux avoir aussi le problème de personnes qui ne veulent pas entendre parler de ce sujet, qui sont clés dans le process, mais que tu n'arriveras pas à rencontrer parce qu'elles sont maquées avec un concurrent, ou voilà, tu as des choses comme ça aussi qui arrivent, hein, on va pas se mentir. Donc, il faut vraiment prendre ce temps-là, avoir les allers-retours pour après dire, OK, on pense qu'on a un projet qui répond à l'ensemble de vos besoins, on va commencer à vous le soumettre. Encore une fois, on n'est toujours pas dans les chiffres. Et là, tu vas encore avoir un retour qui va te faire dire, maintenant, ça vous avez mal compris, ça vous avez bien compris, etc. etc. L'enjeu, c'est que quand on a un client qui est un client qui a compris, qui est intéressant, on est vraiment dans la co-construction de l'offre. On n'est plus dans le... C'est que sur le marché de l'infoprenariat, on a quand même tendance à pousser quelque chose, une compétence qu'on a, un contenu, et en se disant, on prend pas. Quand on passe une step dans les ventes complexes, on est vraiment dans la co-construction du projet, dans la co-construction des équipes. Et le facteur confiance, humain, professionnalisme est évidemment déterminant, mais toute la relation qu'on aura créée avant, on n'est pas amis pour autant, enfin je veux dire, on peut s'entendre très bien, c'est pas de l'amitié, c'est de la collaboration professionnelle dans l'intérêt de tous, poussée, mais il faut quand même créer cette affinité qui nous permet d'avoir des informations qu'on n'aurait pas si on l'avait pas créé, quoi. Ça c'est vraiment clé. Co-construction qui est dans tous les cas nécessaire, qu'on fasse de la vente complexe comme de la vente courte. Dans tous les cas, on a besoin et le client a besoin de sentir qu'en fait, il participe finalement à sa prise de décision. Donc, intéressant de voir que ça se retrouve aussi dans ce milieu-là. Ouais. Pardon, la grande différence, c'est que la complexité du sujet et je dirais l'ensemble des compétences adressées fait qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et donc la structuration commerciale dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu as pu en retirer au-delà du cadrage et de ce mapping-là complet? Si tu veux, la structuration commerciale de ça veut dire déjà quelles ressources je vais mettre en face et je vais dédier à ce projet-là. Ça c'est important parce qu'effectivement, il faut que tu aies ce qu'on appelle le SPOC, c'est le Single Point of Contact pour tous ces gens-là. C'est la seule personne qui récupère l'information. Où est-ce que tu la stockes? Et puis là, je te parle d'une vente, mais en fait, on en a 10 ou 15 comme ça en même temps. Donc, comment est-ce qu'on stocke l'information? Comment est-ce qu'on la rend digestible? Comment est-ce que les équipes qui doivent produire derrière l'offre, qui sont en général d'autres équipes, récupèrent ces informations-là? Et dans quel timing? Tu sais, on fait toujours en général des rétro-planning en disant je vais avoir besoin de vous mobiliser à ce moment-là pour ce projet. Ça va durer 2 semaines, ça va être intense. Après, on va soumettre le projet au client. Il va nous répondre dans 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Donc là, on aura du temps libre pour que vous puissiez bosser sur un autre projet. Mais je dirais le rôle de direction commerciale dans ces ventes complexes, c'est réellement un chef d'orchestre qui va piloter sa relation client, qui va piloter la production de l'offre en interne, technique et aussi financière en termes de chiffrage. Donc, tu as ce qu'on appelle des runs. Hein. En général, ça arrive. Tu sais que tu as une deadline au 30 juin. Le 15 juin, tu mets tout le monde autour de la table, tu loues une salle, tu fermes la salle et tout le monde travaille pendant 15 jours comme des malades jusqu'à ce que l'offre soit sortie, qui évidemment n'est jamais satisfaisante, mais en tout cas qui a le mérite d'exister et d'être rendue. Voilà, donc c'est vraiment cette structuration, si tu veux, elle va permettre de gérer les charges de travail de tous dans des moments où les ventes se font en parallèle. En général, les ressources que tu mets en face de toi, en face de tes clients, ça c'est très important. Et puis, où est-ce que tu stockes toutes les informations que tu récupères aussi. Ouais. Ça doit être important de pouvoir délimiter le périmètre de chaque service parce qu'à t'écouter, tu vois, je pensais qu'il y avait aussi d'autres pôles en fait qui allaient contribuer à cette gestion de projet-là. Cette délimitation du périmètre de notre activité, donc de ce qu'on va pouvoir déléguer à nos équipes, se retrouve aussi finalement dans de petites structures ou dans ce milieu peut-être solopreneur qui va commencer à s'entourer de différents pôles. Oui, bien sûr, ouais. Et tout à fait. Et en fait, si tu veux, il faut un chef d'orchestre dans ces cas-là, pour plein de raisons. Et donc, en fait, ça dépend aussi de l'organisation des boîtes. Il y a des entreprises qui vont dédier un chef de projet qui, si elles ont une culture très technique, en se disant on va mettre quelqu'un de technique pour piloter ça, mais on se rend compte en fait que souvent il manque une brique commerciale importante. Parce que quelqu'un, tu vois, ses compétences techniques, c'est pas ça qui va aller récupérer l'information et qui va aller la digérer pour la rendre tangible aux équipes qui vont produire l'offre. Donc, ça peut être souvent des pratiques qui sont tentantes, mais qui peuvent être un peu, je dirais, hasardeuses.
Après, on peut mettre quelqu'un de très commercial aussi, mais l'idée, c'est que si tu veux, il faut aussi savoir de quoi tu parles techniquement quand tu vends quelque chose. Hein, la compétence reste là. Donc c'est pour ça que souvent, on va retrouver, tu sais, ces profils, un peu comme moi d'ailleurs, qui ont des cultures d'ingénieurs, qui sont capables de comprendre la technique tout en ayant des backgrounds un peu commerciaux, etc., des formations commerciales, pour avoir ce complément, savoir parler un peu aux deux mondes, parce que c'est bien ça qu'on demande, c'est quelqu'un qui fait le lien entre tout ça, quoi. Et qui met de la valeur, et qui met de l'explication, et que, tu sais, je sais plus avec qui j'ai discuté de ça récemment, mais on se disait qu'il y avait beaucoup de, je sais plus, j'ai retrouvé ça dans le podcast que tu as fait avec Julien sur la négo, que les techniques avaient tendance à mettre des tartines de technique pour se rassurer eux-mêmes. Mais c'est pas ça qui rassure le client. Et donc, bien sûr, il y a cette idée-là de se dire qu'il faut un chef d'orchestre qui soit capable de digérer et de rétrocéder ces informations-là avec les bons mots. On a chacun nos mots qui nous parlent, hein. Et ça, c'est très important vraiment dans le filtre de nos clients. Donc voilà, c'est une partition de musique, les grandes offres commerciales. Je- à, à entendre, tu vois, ce que tu présentes, en effet, on ressent en fait pas cette lourdeur, mais ce poids vraiment qui doit être très présent quand tu dois prendre une décision commerciale et pourquoi pas commencer à changer des choses. Donc, on, on retrouve cette différence peut-être du côté de notre milieu de l'infoprenariat où c'est beaucoup plus agile et beaucoup plus Exactement. flex entre guillemets pour changer. C'est quoi les grandes différences que tu as pu noter? Alors peut-être on peut aller sur déjà les différences de vente entre l'approche B2B et B2C et après peut-être les différences entre justement la structuration B2B et peut-être plus B2C côté infopreneur. Ouais. Alors, sur la grande différence B2B, B2C, bon, déjà, il y a le premier facteur qui est le panier moyen de la vente. Hein, ça change quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que sur des offres B2C, tu es en général sur des montants de vente qui sont plus faibles, donc des vitesses, des capacités de réflexion, d'achat, etc., qui sont certainement un peu moins longues, ça j'en parlais, mais aussi certainement un peu plus émotionnelles, émotives. Donc ça, je pense que c'est une première grande différence. Après, il y a quand même cette notion dans le B2C de dire c'est moi qui achète et c'est mon argent. Et ça, j'ai quand même vu une différence par rapport au fait de dire ça reste l'argent de l'entreprise et pas mon argent personnel, tu vois. Et je sais que j'ai trouvé que la gestion des émotions en tant que vendeur était certainement un peu différente aussi parce que quand tu parles à une entreprise, si tu veux, c'est l'histoire de tout le monde, mais à la fois celle de personne non plus. Donc, tu as le grand dirigeant, mais même le grand dirigeant aujourd'hui d'une entreprise, c'est plus vraiment son entreprise, c'est pas lui qui est actionnaire de l'entreprise, contrairement à l'entrepreneuriat. Donc, si tu veux, tu as quelque chose qui fait que tu peux avoir une distance émotionnelle qui est mise aussi, et beaucoup plus de rationalité. Voilà, beaucoup plus de rationalité, c'est le mot que je cherchais, dans l'achat. Mais aussi, du coup, beaucoup plus de froideur dans les relations, tu vois ce que je veux dire, beaucoup plus de distance aussi. Je ne sais pas si tu as vécu l'expérience, mais par exemple, quand tu te retrouves avec des acheteurs de la grande distribution, par exemple, les échanges sont extrêmement froids, c'est lié au milieu, etc. Mais tu es sur quelque chose où tu n'arriveras pas à mettre l'émotionnel que tu cherches à mettre, ça ne fonctionnera pas. Voilà, Bah, moi, donc, j'ai un commercial, tu vois, qui vient justement ouais, de ce milieu-là, qui s'est formé chez ouais, moi et qui a basculé sur le closing. Et quand il a pris ses premiers calls avec les prospects, il était très direct et vraiment ouais, très axé sur les bénéfices. ouais, Et c'est vrai que du côté B2C, on a plus un closing qui est justement sur, on va mélanger l'émotionnel et le factuel. exactement. Mais Ouais. et donc du coup, qu'est-ce que tu penses justement de cette manière de closer que tu peux voir peut-être de toutes, tu vois, de ces formations de closing? Est-ce que pas ça ferait doucement rire les gens tu vois, du milieu, peut-être grand compte, etc. Est-ce que ça s'applique ou il y a vraiment cette différence-là qui est non applicable? Non, je pense que les mécanismes humains globalement sont les mêmes. Que tu parles à un directeur des achats d'une grande boîte ou que tu parles à quelqu'un qui veut t'acheter un programme de formation, je pense que les mécanismes humains sont les mêmes. Maintenant, le filtre des gens à qui tu parles reste quand même différent. Tu sais, dans le filtre, on met beaucoup de choses. On met l'éducation, évidemment, on met les valeurs, mais on met aussi l'expérience professionnelle, on met l'ambition que peuvent avoir les gens, on met les rêves qu'ils peuvent avoir aussi. Donc, il y a beaucoup de composantes. Et sur des ventes vraiment B2B, les filtres, je dirais, de ROI direct, financier, parce qu'on ne va pas se mentir, ça joue, ou les filtres de valeurs techniques, etc., sont quand même beaucoup plus prépondérants en général que dans les ventes B2C, où le filtre, il est avant tout la transformation personnelle, il est le bénéfice,
immédiat, voire à long terme, mais dans les grandes ventes B2B, pardon, on est beaucoup aussi sur des bénéfices qui sont à plus long terme, hein, parce qu'on sait que les projets peuvent prendre du temps. Donc voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais cette échelle de temps, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire le temps que ça prend de faire la vente, le temps avec lequel le prospect va se projeter dans les résultats, etc. Pour moi, c'est vraiment le liant différenciant de tout ça. Ouais. Après, et après, la dernière chose aussi, ça va être que je trouve assez challengeant, et c'est dans ce marché B2C, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est le volume que tu vas avoir à traiter en tant que commercial, si tu veux. Ça veut dire que avant de rejoindre ce marché-là, j'avais jamais fait, parce que quand je suis arrivé chez Romain, je me suis dit, je vais prendre en direct, je vais jouer tous les rôles de la chaîne commerciale pour bien comprendre à qui on vend ce qu'on vend. Et en fait, quand tu prends 10 calls par jour, ouais, c'est hyper challengeant. J'avais jamais fait ça avant, si tu veux. Ouais, ça commence à taper sérieusement. Et première chose que j'ai dit à Romain, j'ai dit, voilà, il faut vraiment qu'on soit bien dimensionné et bien dimensionnant là-dessus, parce que moi, je considère qu'au-dessus de 5 à 6, voire max 7 calls par jour, c'est le grand maximum que tu peux avoir. Parce qu'entre le temps de préparation, le temps d'appel, le temps de débrief, etc., ta journée est finie, quoi, hein, quand on a fait 5 ou 6. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Tout dépend peut-être le volume de call, parce que oui, toi, je pense à des setters qui vont peut-être prendre des calls de pré-qualif qui vont durer 15 minutes. Bon, là, tu peux en prendre un J'étais plus peu sur des calls de vente, tu as raison. Mais sur des calls de vente, ouais, surtout quand c'est 45 minutes, bon, bah, là, le closer, il termine avec 6 calls dans la tronche. À la fin, l'énergie et le volume commencent vraiment à taper sur une semaine, un mois complet. Donc, ouais. Et tu sais, j'avais un manager qui me disait tout le temps, Raphaël, le jour où tu es malade, c'est pas grave, mais décale tous tes calls, quoi, parce que tu seras pas bon. Et si t'as pas l'énergie, t'es pas bon, ça va se ressentir directement. Et je pense que c'est encore plus vrai dans le B2C. C'est-à-dire que comme on cherche une connexion, on cherche une émotion, on cherche des choses comme ça, on cherche de l'énergie. Moi, ce que je demande à les gens qui bossent avec nous, c'est d'avoir toujours l'énergie au top. Je sais que c'est dur quand il est 16h et qu'on a 5 calls dans les valises, mais la personne qui a pris le call à 16h, elle n'a pas de raison d'avoir une expérience différente de celle qui a pris le call à 9h. Donc, le niveau d'énergie, le niveau vraiment de proactivité doit être le même tout le temps. Ça s'apprend, hein, ça s'entraîne effectivement. Mais voilà, c'est pour tout ça pour dire que je trouve que c'est physiquement, en tout cas, ou intellectuellement, plus challengeant, parce qu'il y a la répétition des efforts, etc., qu'on n'a pas que je n'avais pas avant sur d'autres marchés, par exemple. Et je trouve ça bien que tu mettes ça en avant, parce qu'il y a beaucoup d'infopreneurs, en tout cas, ou de CEO, qui n'ont pas cette culture commerciale ou peut-être cette expérience-là, qui vont mettre leurs sales sur des missions. Par exemple, bah, vous me faites 80 calls par jour, 80 calls par jour, en gros 5 jours sur 7, pendant 1, 2, 3 mois. Rien de pire que pour cramer sa force commerciale et de ne pas avoir cette pertinence-là après derrière sur la performance, quoi. Et tu sais, ça se challenge, hein, enfin, ce que je vais dire là, parce que c'est ici, mais moi, j'ai toujours, depuis que j'ai rejoint ce marché il y a un an et demi, je continue de penser que je dirais l'hyper spécialisation des tâches n'est pas forcément très adaptée à l'infoprenariat. Encore une fois, je trouve que c'est adapté dans des startups ou des choses comme ça où tu vas vraiment vouloir mettre du volume, des machines. En fait, c'est des machines, hein, comme tu dis, les SDR, ils font 30 calls, les closers, ils en font 10, etc. Il y a les marketing qui poussent des leads qui rentrent, etc. Je trouve que dans l'infoprenariat, quand on amène vraiment beaucoup de valeur, c'est pas idiot d'avoir des gens qui mènent un process de A à Z, quitte à avoir des gens spécialisés dans le closing au bout d'un moment, etc. Mais voilà, pour garder cette notion et ce facteur humain, je me dis que des fois l'hyper spécialisation n'est pas toujours aidante. En tout cas, il faut être vigilant avec ça, il faut bien le piloter. Quand tu dis hyper spécialisation, tu peux préciser ce que tu entends? C'est-à-dire que d'avoir des gens qui font vraiment que de la prise de rendez-vous, d'avoir des gens qui font vraiment que des démos, et d'avoir des gens qui font vraiment que du closing, par exemple. Tu vois. Okay. Moi, j'aime bien cette notion de fil rouge et de mener une relation commerciale de A à Z. Peut-être du moment où le produit aussi est plutôt un peu plus haut de gamme aussi, et peut aussi peut-être demander d'avoir une relation plus poussée pour faire la vente, bien sûr. Comment vous êtes structuré aujourd'hui chez Squared sur la partie sales, justement? Justement, on est un peu structuré comme ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'idée, c'est que si tu veux, on a nous ce qu'on appelle qui est très classique dans le marché, mais ce qu'on appelle un appel diagnostic. Et en fait, cette idée, c'est de se dire, on a un premier échange d'1 heure où quelque part, on va vraiment s'assurer que les enjeux de la personne à qui on parle, parce qu'on fait des masterminds donc qui servent à accompagner les entrepreneurs dans leur transformation, dans la structure de leur entreprise évidemment, et puis aussi dans leur transformation personnelle, mais s'assurer que les enjeux du moment sont bien ceux qu'on sait traiter dans nos programmes et qu'on traite dans nos programmes. Donc moi, je suis très à l'aise avec ça, et j'ai toujours tendance à dire que le premier appel, c'est plus pour faire rentrer quelqu'un dans notre écosystème et valider qu'il a sa place dans notre écosystème,
tout en bien sûr présentant ce qu'on fait, parce que quand quelqu'un nous prend rendez-vous avec nous, il attend aussi de récupérer, d'avoir de l'information, donc il faut lui en donner. Donc on présente évidemment ce qu'on fait, mais on n'est pas encore dans la vente à ce moment-là, on est vraiment dans le est-ce que ça match entre nous, est-ce que ça peut matcher, et si oui, sous quel timing ça peut matcher. C'est vraiment ce premier call qu'on fait. Et l'idée après, c'est d'avoir un deuxième call avec la même personne, pour justement se dire, ok, maintenant qu'on s'est connu, on a digéré, on a envoyé de la doc, on a retiré pas mal, etc. En deuxième appel, est-ce qu'on est prêt à passer à l'action? Quelles sont les questions, les points de blocage qui empêcheraient de passer à l'action? Et s'il faut, on fait 1 ou 2 appels comme ça encore. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit la même personne qui fasse le premier appel et le second, voire le troisième, de manière à créer cette confiance, je dirais, et cet écosystème-là. On est sur des programmes d'accompagnement annuels, hein, donc les gens, ils ne nous connaissent pas avant de nous rejoindre, et s'ils signent, ils nous font confiance pour 1 an. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance qui se crée avec plusieurs appels pour ça. On peut aussi, dans le process, à un moment donné, avoir un échange avec un de nos coachs directement, si jamais on considère que, si tu veux, c'est quelque chose qui peut être différenciant et aidant dans la prise de décision, de se dire, on propose pas un coaching, mais on propose vraiment un échange avec Fabien chez nous, qui fait un super boulot là-dessus et qui vraiment permet à la personne de se projeter dans ce qu'elle va vivre. Parce que moi, ce qui me tenait à cœur dans notre process de structuration, c'est de se dire, ok, on va juste échanger 2 ou 3 heures par téléphone avant de nous rejoindre 1 an. C'est très court, c'est très peu. L'investissement en plus c'est important. Donc comment est-ce qu'on met le maximum de concret dans ces 3 heures pour qu'en fait quelque part quand on rentre dans le programme on sait ce qui va se passer et on n'a plus peur de cet inconnu là. Parfait. Voilà. Merci beaucoup pour la clarté que tu apportes là, Raph, depuis le début. C'est canon. Alors, je voulais te poser une question qui était, quand on arrive en tant que head ou DIRCO dans un business, qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on met en place en premier? Mais je pense que la question avant celle-là, c'est qu'est-ce qu'on regarde avant de se dire j'ai envie de travailler avec cette boîte-là en tant que head of? Moi, mon grand conseil, c'est regarder les clients que vous allez avoir. Parce qu'en fait, pour être un bon commercial, il faut aimer ses clients. Tu vois, il y a pas de... Il faut aimer les gens avec qui tu vas travailler, il faut aimer les gens avec qui que tu veux convaincre, il faut aimer les gens avec qui tu vas parler toute la journée. Donc moi, mon premier filtre, effectivement, c'est quel type de marché, quel type de client. D'accord? Quels sont les profils des interlocuteurs avec qui on va discuter toute la journée. Une fois qu'on a pris ce premier filtre-là, c'est effectivement quelle est la proposition de valeur que ce qu'on propose. Est-ce qu'il y a une recette magique qui nécessite d'y croire plus que les autres? Ou est-ce que, et c'est OK, hein, ça peut être aussi j'ai un produit où il y en a d'autres qui l'ont, je veux juste être le meilleur parce que je suis un meilleur vendeur et je veux le prouver et j'ai pas de problème avec la concurrence. C'est tout à fait ça peut tout à fait être aussi un autre challenge. Mais moi, j'aime bien aussi le challenge de dire qu'est-ce qu'on va apporter qui n'existe pas encore, ou en tout cas, quel angle on va prendre sur ce qu'on fait qui va être différenciant dans la vente. Parce que le challenge est plus sympa. Ça, c'est vraiment les 2 premières choses que je regarde. Les clients, la proposition de valeur, un peu la recette magique. Une fois que ça c'est validé, moi, ce que je fais, c'est vivre l'expérience. C'est-à-dire, en fait, on a toujours tendance à savoir ce que nous on propose, mais on a rarement tendance à vivre l'expérience de ce que nous on vend en tant que client. Tu vois, si je suis client mystère, je ne sais pas si tu t'amuses des fois à être client mystère. Oui, c'est rigolo. C'est assez rigolo. Et même quand c'est bien fait, tu te dis, ah ouais, en fait, l'expérience que je viens de vivre en tant que client, c'est pas du tout celle que j'imaginais quand j'étais en train de prendre le process, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez clé, donc j'aime bien faire ça. Et j'aime bien me projeter là-dedans. Et donc ensuite, c'est mettre les mains dans le cambouis, quoi. Vraiment prendre les calls de qualif, prendre les calls de closing, vraiment faire du shadow, tu vois, enregistrer les appels et réécouter, c'est très classique. Mais vraiment s'immerger de ce que va être l'expérience, parce que le head of sales qui arrive, qui pense son process et qui se dit maintenant on va faire comme ça, je lui souhaite que ça marche, hein, et peut-être que ça marchera, mais globalement on est sur de l'humain, donc j'y crois pas trop. Voilà, donc combien de temps tu prends pour t'imprégner justement, parce qu'il y a ce temps d'imprégnation finalement que tu prends? Combien de temps? 6 mois à peu près. Chez Romain, ça m'a pris 6 mois. Tu vois, pour te donner, j'ai rejoint par exemple Romain, c'était en avril 2022. On a bossé 2-3 mois, j'ai terminé une autre mission à côté, etc., où j'ai commencé à m'imprégner. Pendant 6 mois, j'ai vraiment tout pris. Et pour rien te cacher, je continue de faire des calls encore aujourd'hui parce que j'aime bien ça et je ne veux pas m'en couper. Mais au bout de 6 mois, j'ai commencé à prendre mon stylo, mon papier et prendre le process. D'accord. On partait pas de zéro, hein, bien sûr, on partait de plein de choses, mais en fait, on refait les étapes les unes après les autres. Et c'est ça aussi qui est intéressant d'ailleurs quand on arrive. En général, on va arriver, il y a des choses on construit, on part de zéro, c'est très bien, mais on a une V0, une V1, une V2. Et en général, on arrive, il y a des choses qui sont en place. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on touche d'abord, quel bloc on isole, comment on l'isole, si on le transforme, si on le change, pour pas que ça impacte sur le reste. Parce qu'en fait, tout est très lié dans un pipe commercial. Et donc, il y a vraiment cette question de répondre par bloc. Donc, ça aussi, ça prend du temps. Mais
6 mois d'observation et à partir de 6 mois, j'ai commencé à refondre les différents blocs et j'ai fini, tu vois, ça m'a pris 1 an quasiment, tout. Pour vraiment tout changer, tout refaire. Entre-temps, on a changé notre marque, donc on a aussi Ouais. mis en place des nouvelles pratiques. Ça venait de toi, Super. cette idée-là de renaming ou... Non, c'était quelque chose que portait Romain depuis longtemps, mais c'est vrai je pense que le fait que moi j'arrive, que Romuald arrive aussi et Gaël, on est 3 à travailler au premier moment, a fait qu'à un moment donné, la première chose que j'ai dit à Romain et à Romu, moi quand je suis arrivé, c'est la marque Romain Collignon, c'est très bien, mais si on veut grandir, on peut pas vendre Romain seul. C'est plus possible parce qu'en fait, Romain il sera pas partout, il sera pas tout le temps, donc moi je veux pas vendre quelqu'un qui sera pas là. C'est pas possible. Et en plus, Romain, il avait ce souhait-là, si tu veux, de plus être en délivrabilité sur les premiers programmes qu'il avait depuis longtemps. On a créé des nouveaux programmes entre-temps et il souhaitait aussi lui monter avec ces programmes-là en délivrabilité. Et donc sortir des premiers programmes qu'on avait, donc de plus du tout être présent. Et ça passait aussi par un changement de marque, quoi. Enfin, c'est difficile de vendre Julien Oinzon si personne ne voit Julien. Donc voilà, c'était un peu de... C'est pas la même approche. Après, je pense que ça dépend parce que beaucoup de solopreneurs notamment ou d'infopreneurs sont en nom propre, ce qui est une bonne chose parce que ça crée un capital confiance plus important, mais pour autant derrière il y a soit une scalabilité ou une pérennité du business qui est pas du tout la même. Et je pense que ça dépend de la volonté qu'on a comment on se projette avec son business finalement. Ouais, et je partage 1000 fois cette remarque. C'est le personal branding qui est très puissant pour créer une communauté, pour inspirer, pour amener des gens. Maintenant, effectivement, si le projet de la boîte, c'est faire d'autres choses, d'aller sur d'autres marchés, etc., ça ne suffira pas. Si le projet de la boîte, c'est vraiment d'incarner quelque chose, d'incarner une transformation et de capitaliser là-dessus, il faut rester. Personal branding, tu as tout à fait raison. Mais en tout cas, c'est pas le choix qu'on a fait, nous. Est-ce que je peux revenir sur tes 6 mois d'observation et je me dis, un CEO qui s'y connaît pas et qui entend que son head of sales lui dit, bah moi j'ai 6 mois d'observation, il va se dire, mais qu'est-ce que tu fais pendant 6 mois? Est-ce que tu peux détailler un petit peu pendant ces 6 mois d'observation-là? L'observation, c'est pas forcément le bon mot, et l'observation passe par l'action. C'est-à-dire que pendant 6 mois, tu fais des ventes, globalement. Tu prends ton téléphone, tu fais des ventes, et puis tu regardes si l'outil CRM que tu utilises, il te permet de tout faire. Est-ce que, c'est très concret, hein, est-ce que tu as 80, comme c'était le cas chez nous, 80% des champs qui servent à rien, et tu te retrouves avec 50 champs sur ton pipe, sur ton affaire, et tu en remplis 2. Donc là, tu te dis, OK, il va falloir refondre tout ça. Est-ce que tu regardes si la personne qui a commencé à rentrer dans ton pipe, tu la retrouves au bon endroit et tu sais si tu peux la rappeler avec les bons contacts, etc. Voilà, donc en fait, c'est de l'observation active. C'est de l'observation qui fait et qui génère du chiffre, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, à un moment donné, on a tous besoin que tous les mois, il y ait des ventes qui soient faites. Donc voilà, donc l'idée, c'est plutôt de prendre son téléphone, de suer un peu, de se rendre compte de ce que c'est, de regarder, de faire aussi le client mystère pour voir les endroits où on te perd et les endroits où on te garde. Et vraiment, vraiment essayer de débriefer ses ventes et de débriefer ses échecs, c'est très important. Alors souvent, c'est pas évident parce que quand on démarre, on est un peu seul, hein, je veux dire, un directeur commercial qui arrive, c'est rare dans l'infoprenariat quand il arrive avec 3 ou 4 équipes. Mais vraiment essayer de prendre ce recul. Moi, j'ai beaucoup échangé. On avait la chance que j'étais dans le même bureau que Romain quand je suis arrivé. Et donc, si tu veux, l'idée, c'était Romain, qui connaît mieux son offre que Romain, et donc le fait qu'il m'écoute pendant mes calls, etc., ça m'a aussi beaucoup aidé pour débriefer avec lui, tout ça, et vu qu'il avait du temps pour ça, parce qu'on sait que quand on délègue sa partie commerciale, ça va d'abord prendre du temps avant de libérer du temps. Tout à fait en phase avec ça, Romain, et donc ça m'a permis de pas mal progresser de ce côté-là. Et puis, aller parler aux clients, aller faire des events. On a la chance, nous, de faire beaucoup d'événements. On faisait le grand rassemblement, on a des immersions en mastermind, etc. Et ça, vraiment, ça nous permet aussi de poser les questions. Il faut y aller très franchement. Il ne faut pas du tout hésiter, en tant que directeur commercial, d'aller questionner tout le monde. Enfin, les gens qui achètent sont là pour avoir les meilleurs produits possibles. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter une seconde de poser les questions de l'expérience, comment elle est ressentie, comment elle est vécue. On a tendance à s'enfermer un peu, de ne pas toujours oser, mais si j'ai un conseil aussi, c'est... Moi, je ne sais pas si tu as ce ressenti-là, mais sur la partie professionnelle, j'ai toujours eu l'impression au début, quand je mettais des costumes, au début de ma carrière, parce que j'étais dans des grandes entreprises, et quand je mettais ce costume, j'avais l'impression un peu d'être une autre personne qui ressentait moins les émotions personnelles et était beaucoup plus dans les émotions professionnelles, et donc j'avais beaucoup moins de peur à aller parler aux gens, beaucoup moins d'appréhension, à poser des questions, à récupérer du feedback, etc. Et j'ai gardé ce truc-là, de me dire, dans le monde professionnel, j'ose beaucoup plus de choses que je pourrais oser dans le monde personnel aussi. Et ça m'a beaucoup aidé.
Ouais, je trouve que alors bon, pour mon expérience à moi, il y a quand même mine de rien, c'est intéressant le fait que tu dises, bah, quand je mets mon costume, etc. Moi, c'était derrière un bureau. Je trouve que mine de rien, même si quand tu es derrière ton bureau, tu as quand même la consigne et tu sais que quand tu as un bon commercial, tu casses le mur, donc tu crées cette Ouais. relation où c'est plus vendeur-prospect, mais c'est Julien avec Raphaël, par exemple. Mais malgré tout, tu sais que tu es dans ce côté-là. Et ce que j'aime beaucoup là dans notre milieu, dans notre contexte, c'est que on peut plus facilement casser cette barrière-là, que ça Ouais. soit justement pour être beaucoup plus en contact lors de la livraison client, mais même sur l'échange et sur le closing. Moi, je le dis à tous mes clients et à tous mes élèves, je trouve que le closing a cette force de montrer que on va vachement plus loin quand même dans la sphère perso de la personne et on l'accompagne Ouais. beaucoup plus finalement dans sa prise de décision et ça a beaucoup de valeur tout ça. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Et en fait, c'est aussi je trouve que c'est cette distance, cette hauteur qu'on prend qui nous permet de rentrer dans ce détail-là, quoi. Ouais. Alors, tu as mis un point et tu as répondu un petit peu à la question que j'allais te poser, c'est est-ce qu'un head, selon toi, doit justement prendre des calls et être sur le terrain ou au contraire, est-ce que son job, bah, c'est plus d'être le Michael Jordan de l'équipe et en fait, c'est d'être le meilleur coach de l'équipe et donc de pas aller sur le terrain, prendre la balle et bah tiens, regarde, je te montre comment on fait un dunk. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que ça dépend de son niveau d'expérience et ça dépend du niveau d'expérience de son équipe aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis, à un moment donné, quand on va avoir beaucoup de recul, qu'on maîtrise un marché, etc., on n'est pas recruté pour prendre le téléphone et faire le Michael Jordan. C'est pas du tout ce qu'on attend de nous. On est recruté pour maximiser la performance des gens qui sont payés pour faire ça. Et donc ça, l'enjeu est différent. Moi, j'ai beaucoup mis les mains dans le cambouis cette première année là parce que je connaissais pas le marché, je connaissais pas les clients et que je me sentais pas capable de manager des personnes sans avoir vécu le truc, quoi. Alors l'expérience fait que tu as peut-être besoin d'un peu moins de temps sur cette première ligne pour tirer des conclusions, etc. Et encore que l'infoprenariat pour le coup est un marché qui évolue énormément et donc c'est pour ça qu'encore j'ai gardé ce lien parce que je considère que tous les 6 mois il y a des nouvelles offres qui tombent, des nouveaux concurrents, des nouveaux marchés et donc ça, il faut rester en contact permanent. Sur d'autres marchés, si demain tu rejoins, je prends l'exemple de Doctolib en tant que sales manager, ils vont pas attendre de toi d'appeler les médecins et d'appeler les professionnels. Ce sera pas ton job. Ils vont attendre de toi de prendre ta scorecard et de faire en sorte que les trucs soient verts, quoi. Voilà. Après, tu te débrouilles comme tu veux. Donc ça va. Mon conseil, c'est toujours de le faire un peu. Maintenant, en fonction de sa seniorité aussi et de sa légitimité vis-à-vis des équipes, il y a des moments, c'est pas nécessaire, il faut pas le faire parce qu'on est censé avoir déjà le background de l'expérience et c'est pour ça qu'on est recruté euh, pour le faire, quoi. Voilà. Bon, parfait, c'est très clair. Bon, on est déjà à quasiment 40 minutes, mais Raph, de toute façon, je l'avais dit, moi je pense qu'on pourrait faire une demi-journée large sur, sur le sujet. Euh, J'aimerais bien qu'on aille sur un Ça va terrain très que vite. je pense qu'on partage, c'est l'alignement sales Ouais. marketing, qui est un vrai Ouais. sujet, un vrai cheval de bataille, et je trouve ça une bataille de tous les jours d'évangéliser autour de ce sujet-là. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton point de vue là-dessus? C'est fondamental. Et c'est quelque Par chose, où si tu veux, commencer? par où commencer, exactement. Moi, je commence toujours par, quand j'arrive, c'est ce qu'on a fait avec Gaël quand on est arrivé, c'est quoi nos interfaces? Tu vois, sales marketing déjà, quoi. Ça veut dire, à quel moment on considère que c'est de ton ressort et à quel moment on considère que c'est du mien, enfin, de ton ressort marketing et du mien du ressort commercial. Parce qu'en fait, ma conviction, ce que j'ai acquis, c'est que si tu veux, je vois ça comme deux espèces de blocs mouvants, etc., qui par moments se superposent, qui par moments s'éloignent et qui, à un moment donné, euh, il faut quand même définir des règles et des frontières pour démarrer parce que sinon, tu sais pas qui fait quoi, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet sur le périmètre de chacun. Et ensuite, après, effectivement, il y a la notion d'alignement. Euh, j'ai toujours eu tendance à penser que le rôle du marketing, c'était vraiment d'être excellent dans la connaissance du lead au sens vraiment la connaissance de l'avatar, son parcours, ses douleurs, etc. Et que nous, vraiment d'aller creuser ça et vraiment d'être l'expert de notre connaissance du client. C'est-à-dire que si quelqu'un me demande c'est qui vos clients, j'ai envie de dire va voir le marketing. Tu vois, c'est un peu contre-intuitif par rapport au commerce, mais c'est plutôt comme ça que je le concevais. Et après, une fois qu'on nous dit ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire à ses clients? Et là, on passe plutôt sur la partie commerciale. Tu vois. Intéressant. C'est une grande image que je donne et c'est beaucoup plus fin que ça, mais quelque part, par exemple, quand il faut produire un document de vente, dans mes premières années, c'était toujours le marketing qui nous pondait quelque chose et je me disais, ouais, les arguments sont pas vraiment,
ils savent de quoi ils parlent, mais les arguments ne sont pas vraiment exactement shapés par rapport aux personnes à qui je parle au téléphone, moi, ou que je rencontre, etc. Et donc, je reprenais toujours ces trucs-là en disant non, les arguments, c'est plutôt le commerce qui va les faire, qui va les pondre. Par contre, donnez-moi la matière pour que je sache exactement à qui je parle. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment dans la partie alignement. Je ne sais pas si c'est le sens de ta question, Julien, mais Si, 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 c'est ça. De toute façon, on comprend bien que délimiter pardon, le périmètre de chacun, c'est important, mais également, comme avec nos clients, finalement, de créer cette co-construction de la performance de l'entreprise. Parce que là, c'est plus enfin, on peut dire la performance commerciale, mais la performance de l'entreprise. Donc là, tu mets des points qui sont importants. T'en vois d'autres? Ouais, ça c'est un premier point. Le deuxième, effectivement, c'est il y a un vrai alignement qu'il faut avoir, mais que je pense c'est un alignement d'entreprise. Si tu veux, par exemple, on a changé de marque, on a beaucoup travaillé sur quelle est notre mission, quelle est notre vision d'abord, quelle est notre mission et quel est notre métier. Tu vois, c'est en gros, qu'est-ce que je veux faire pour la société, comment est-ce que je veux le faire, ma vision, c'est où est-ce que je veux emmener la société. Pour ça, où est-ce que j'en ai, c'est comment je veux m'y prendre et qu'est-ce que je vends, quoi, globalement, tu vois. C'est vraiment ces trois niveaux-là. Et le rôle commerce et marketing, c'est d'être extrêmement aligné sur les mots. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des mots sur une page de vente qui soient différents de ceux que tu entends quand tu prends le call. Tu vois, ça, je trouve que c'est très important aussi. Et donc, toute la partie, on travaille évidemment avec des scripts, hein, comme toi, mais toute la partie de créer les scripts, etc., toutes ces choses-là, c'est vrai que systématiquement, le job, moi, c'était je faisais les choses et j'essayais de les faire relire à Gaël le plus possible, donner ses inputs et qu'on soit le plus aligné possible, de manière à ce que, ou dans les communications sur les réseaux, etc., s'il y a un mot important qui est mis, il faut que ce mot-là soit entendu lors de la conversation téléphonique, tu vois, parce que c'est ça qui va c'est les mots, hein, qui déclenchent les actions. Donc à partir de là, il faut que tout ça soit très cohérent. Donc, et ça, c'est aussi un alignement quotidien. C'est-à-dire que quand on sort plusieurs campagnes par an, en fait, les campagnes, elles ne sont pas toutes faites sous le même angle, etc. On peut tester des choses. Et donc, nous, ça va nous impliquer, en termes de commercial, d'aller aussi ajuster nos scripts, modifier des choses, etc. Donc, la bonne pratique, nous, qu'on avait mis en place avec Gaël, c'était globalement de se parler au moins 1 heure par semaine en termes de synchro, quoi. Il y a quelque chose où je serais curieux d'avoir ton feedback et ton ressenti là-dessus, où surtout dans l'infoprenariat, où c'est un système, ou on va dire un process de vente dans lequel le marketing est énormément prédominant. On va avoir peut-être 80% de l'activité qui va être générée par le marketing et historiquement qui a toujours été générée par le marketing, ce qui fait qu'on a un infopreneur. Quel est le premier réflexe de l'infopreneur? Il faut que je me trouve un média buyer et il faut que j'aille chercher du lead. Donc on va avoir voilà. Donc il faut que j'aille faire du volume. Donc on va avoir un infopreneur qui va avoir dans son ADN et dans ses gènes, j'ai toujours fonctionné sur de l'inbound et avec du volume. Donc je prends mes décisions en ce sens-là, c'est-à-dire que je retrouve bien souvent, on parlait de run tout à l'heure ou de sprint sur différentes stratégies. En fait, là, on va avoir des infopreneurs qui vont avoir le réflexe de parler de leur volonté, de leur stratégie avec le marketing, et ensuite le sales qui va se positionner derrière en tant qu'exécutant, finalement. Pour moi, l'alignement, c'est justement se dire, attends, avant que je prenne une décision, je vais aussi impliquer la partie sales et non pas, en fait, tu vas dire, voilà ce qu'on fait avec le marketing, on a décidé que, donc maintenant, prenez vos leads et faites-nous vos performances, quoi. Et tu sais, le pire, et ça se voit souvent malheureusement, hein, c'est à un moment donné quand tu te retrouves au téléphone en disant avec des gens, avec des commerciaux qui te disent mais là les gars, ils sont pas qualifiés les personnes que vous nous amenez, et le marketing qui te dit mais les gars vous n'arrivez pas à convertir les gens qu'on vous amène, on vous les sert sur un plateau, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ça c'est fréquent, hein. Et simplement, et c'est ce que tu dis, tu mets exactement le point là-dessus, c'est-à-dire que si en amont d'une campagne on s'est pas mis d'accord sur la cible, c'est une base, mais sur le vocabulaire, les mots à qui on parle et les attentes qu'on va générer. C'est-à-dire que si les attentes qui sont générées par le marketing ne sont pas celles que les sales sur lesquelles ont été briefés et sont capables de répondre, tu vas droit dans le mur. Il y a un point qui est important, tu vois, c'est justement cette partie qualification où on parle de MQL et de SQL. Comment tu construis peut-être cette qualification-là pour que le marketing d'un côté puisse dire, moi, ici, mon lead, il respecte en fait ce que j'ai dans mes attentes, donc il est MQL là-dessus. Et comment on fait pour montrer au marketing, non, en fait, ce lead-là n'est pas SQL parce que X, Y, Z. Comment tu construis peut-être cette matrice de qualification-là? Alors nous, on l'a construit avec une forme de scoring. Alors j'aime pas trop le terme de scoring si tu veux, parce que ça fait un peu mettre les gens dans des cases. Mais globalement, on s'est dit, moi je me suis dit, il y a 2 types de choses qu'il faut qu'on évalue.
pour être sûr que les personnes qui nous rejoignent sont qualifiées. C'est ce que j'ai appelé le scoring des valeurs, vraiment. Enfin, je veux dire, quelles ambitions ils ont pour eux, quelles ambitions ils ont pour leur entreprise, est-ce que la communauté c'est important pour eux, quelle approche ils ont par rapport au fait d'être accompagnés, est-ce qu'ils sont responsables de leurs actions, tu vois, toutes ces choses-là qui sont des valeurs fortes pour nous. Et après la partie programme, vraiment en termes, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que les enjeux qu'ils ont, enfin, nos programmes répondent à quels enjeux et est-ce que quand je leur parle, j'arrive bien à remplir des cases et donc les personnes qu'on m'amène ont les bons enjeux. Donc en fait, si tu veux, la partie MQL, l'idée c'était vraiment d'avoir la vision sur la valeur, le type de personne, etc. Et on sait que ces gens-là, globalement, vont être réceptifs à la méthode qu'on propose et à l'écosystème qu'on a et aux valeurs qu'on défend. Et c'est vraiment ça qu'on demandait au marketing, c'est de pouvoir nous amener ce type de personnes-là. Et après, c'était le boulot des commerciaux, en les passant en SQL, de vraiment valider qu'on avait des solutions concrètes pour leur transformation via nos programmes, etc. Donc, on a vraiment travaillé d'abord sur le type, et c'est une approche qu'on a décidé, je pense qu'il n'y a pas de bonne approche, hein, mais chaque approche doit dépendre de comment on veut le travailler, mais vraiment nous sur la valeur des personnes, parce que c'est clé, c'est fondamental, pour ensuite que le commerce vienne qualifier plutôt leurs enjeux. Je sais que dans des boîtes par exemple, de logiciels ou de SaaS, ils fonctionnent tout à fait différemment. C'est-à-dire que le rôle du marketing, c'est produire des MQL justement juste sur de la data. Nombre d'employés, tu vois, chiffre d'affaires, je sais pas, s'ils vendent des tickets restaurants, effectivement, combien de personnes on a par site. Enfin, voilà, vraiment ils achètent des listes quelque part, comme ça, en masse, avec des données clés qui sont des données INSEE qui sont connues. Ils trient ça. Et le rôle du marketing, c'est vraiment d'amener ça, d'appeler ces gens-là et de regarder si ils ont un besoin. Et après, ça passe en SQL à partir du moment où le commerce a vraiment beaucoup plus creusé leurs enjeux techniques, etc. Bon, ça dépend peut-être aussi un peu des structures où tu as le SDR par exemple, Ouais. j'ai plus le terme même, parce que maintenant on utilise des termes pour tout, mais maintenant tu as des sales qui s'occupent vraiment juste de la création de liste, création, nettoyage de liste et qui la transmet ensuite au SDR. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être une complémentarité là-dessus. Je sais plus si vous... Pardon, excuse-moi. Ouais, non, mais c'est pareil, parce que tu vois, tu me parles de sales, on revient à la frontière. Des fois, ces missions-là sont portées par le marketing, des fois, elles sont portées par le commerce. Il n'y a pas vraiment de bonnes pratiques, ça dépend beaucoup de comment l'entreprise s'est construite à la base, en fait. Ouais. Est-ce que vous faites toujours l'incubateur 56 ? Alors non, on a arrêté. On avait un incubateur effectivement 56 qui était vraiment destiné à des entrepreneurs qui avaient déjà commencé à vendre, mais qui étaient quand même dans la phase en dessous des 100K, entre 30 et 100K. L'idée c'était, j'en dis un mot juste pour qu'on sache de quoi on parle. L'idée c'était vraiment de aider à trouver le business model prédictible, à finaliser son offre, etc. Pendant un an, on s'est rendu compte, si tu veux, que ce programme-là, déjà naturellement, on a cherché à évoluer vers des entrepreneurs un peu plus avancés avec notre Mastermind 67 et notre Network 78. S'il y a des entrepreneurs qui passent des paliers supplémentaires de chiffre d'affaires. Et l'incubateur 56, si tu veux, on s'est rendu compte que c'était un super programme, mais qu'en fait, les enjeux, et je sais que ça va te parler, les enjeux à ce niveau de développement de l'infopreneur, c'était vraiment de se focuser sur le commerce et le marketing. Parce qu'il fallait générer du chiffre, le cash, c'est l'oxygène, hein, donc il fallait vraiment commencer à générer du cash pour avoir du temps à structurer son entreprise. Notre programme I56, il aidait déjà à structurer, alors que des personnes étaient peut-être pas encore assez avancées pour vraiment passer un maximum de temps là-dessus. Leurs enjeux, c'était à 80% mieux vendre. Et donc, on l'a remplacé par un programme qui est vraiment axé sur le commerce et le marketing, maintenant qu'on appelle le Prépa 67, qui est un peu sous le même format, il dure un peu moins longtemps, mais on va vraiment faire de l'intensif sur structure, commerce et marketing. Parce que vraiment, c'est l'enjeu numéro 1 des entrepreneurs qui sont entre 30 et 100K annuels de chiffre d'affaires. Donc, ça justifie cette transformation. Donc, le 67 et le 78, quelle est la différence de profil, juste de profil? Ouais, alors c'est le 67, j'aime bien dire que c'est un mastermind vraiment d'implémentation. On va travailler avec des entrepreneurs qui font je parle en chiffre d'affaires annuel, entre 250 000 et 800, 900 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord? Où l'idée c'est on va vraiment structurer, on va mettre en place ce binôme visionnaire intégrateur que nous on défend, auquel on croit beaucoup. Pour avoir libéré le temps de l'entrepreneur, tu vois, que vraiment on est quelqu'un qui puisse un peu gérer l'entreprise. Donc on va mettre en place des process, on va apprendre à recruter, apprendre à manager, à gérer des équipes, mettre en place des outils de suivi commerce et marketing, effectivement, s'ils n'existent pas encore, piloter des scorecards, vraiment des choses très, très opérationnelles. Et ensuite, le Mastermind 78, effectivement, j'ai peut-être dit Network 78, mais on a changé de nom, c'est le Mastermind 78 maintenant. L'idée, c'est de s'intéresser à des entrepreneurs qui font pour le coup plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui ont passé tous ces enjeux de structure, pour qui finalement
il y a toujours des enjeux au quotidien, mais la boîte, elle est solide, elle fonctionne et elle tourne, je dirais, elle est en run. Et là, on va plus sur un mastermind d'inspiration où on va parler de valorisation d'entreprise, on va parler d'autorité de marché, on va parler de leadership, de valeur, vraiment, tu vois, des niveaux différents qui sont vraiment pour le coup des niveaux de dirigeants d'entreprise et plus de constructeurs d'entreprise. D'accord, j'allais te poser la question, quels étaient les différents enjeux de structuration commerciale à partir du moment où on était dans voilà, cette tranche-là de chiffre d'affaires et l'autre. Donc au final, ce que tu es en train de... Bon, évidemment, on a des structurations qui sont différentes parce que plus on commence à scaler, évidemment, plus on va étoffer l'équipe. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, on ne passe pas ce palier-là tant qu'on n'a pas nos fondations qui sont voilà, stables. Ouais, complètement. Et si tu veux, c'est tout l'enjeu. C'est quand on parle d'un business model prédictible, ça veut surtout dire un business model. Personne ne peut prédire le chiffre d'affaires qu'il va faire à la fin de l'année. On n'a pas de boule de cristal, mais prédictible au sens où j'ai des équipes, j'ai des objectifs. Je sais que 80% du temps, ces objectifs seront atteints. S'ils ne sont pas atteints, globalement, je sais pourquoi. Et je connais les correctifs que je peux mettre en place. Et vraiment, le 67, c'est construire la structure. C'est ce que je disais un petit peu en préambule, à la fois de pilotage humaine et puis mettre en place des scripts qui marchent bien, qui ont été retravaillés, des documents de vente, tout ça n'est plus un sujet, quoi. Voilà, tout ça n'est plus un sujet. Vas-y, pardon. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais j'allais dire, et inversement, dans le 78, c'est pas pour ça qu'on bosse pas des sujets commerce et marketing, parce que tout le monde veut plus vendre, mieux vendre. La seule chose, c'est que quand on veut faire quelque chose, on a l'équipe pour le faire, et donc les discussions sont un petit peu différentes. Merci. Qu'est-ce que tu retrouves de manière la plus commune de la part de ces entrepreneurs-là qui sont dans le 78 en termes peut-être d'erreurs ou de leviers à reprendre en main, surtout sur la partie structuration commerciale et qui sont les plus soit absents ou problématiques? En fait, c'est un peu contre-intuitif ce que je vais te dire, mais on se rend compte qu'on a des membres qui font un travail de ouf, qui font plusieurs millions d'euros, et pour autant, des fois, il y a des briques fondamentales du commerce qui sont pas forcément là. Alors, les briques, pour aller jusqu'à ce niveau-là, le marketing, en général, est canon, ça cartonne. Je dirais, ils vendent des super ventes, des super tunnels, etc. Par contre, après, ils peuvent faire des très gros chiffres en étant 4, 5, 6 dans la boîte, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient 15 ou 20, parce que tout est vraiment très fort en termes de marketing. Par contre, après, en termes de commerce et donc de pilotage, au sens où vraiment d'avoir le tableau de bord pour piloter son entreprise commercialement, ça n'existe pas forcément toujours. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Et puis, toujours le même sujet qui revient, c'est le recrutement. C'est comment recruter... tous les postes sont compliqués à recruter, mais le commerce, tu connais ça par cœur, c'est d'autant plus complexe parce qu'on cherche des humains qui ont beaucoup de compétences, qui ont beaucoup de qualités, qui ont de l'empathie, qui ont du bagou. Enfin, il y a tellement de cases à cocher, je trouve, pour avoir un bon commercial, que ça s'apprend, qu'il soit formé, etc., que le recrutement des forces commerciales est toujours un sujet. Tout le temps. Ouais, ça évidemment. Est-ce que peut-être justement on peut balayer ou survoler un peu ce point-là, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important à exposer, c'est que bien souvent, alors surtout les infopreneurs attendent, et je peux les comprendre parce qu'ils ont tellement été déçus de la part c'est plus des closers ou des sales qu'ils ont pu rencontrer, qu'il y a un gap maintenant qui s'est créé entre bon, je veux surtout pas ça, tu sais, un peu comme quand tu es célibataire et que tu sors d'une mauvaise expérience, tu dis je veux surtout pas ça, mais quand on te demande qu'est-ce que tu veux, bon bah derrière c'est plus compliqué. Moi je trouve qu'il y a une approche qui est alors à la fois justifiée, je pense vraiment pour cette partie déception, mais aussi qui est un peu décorrélée de la réalité, dans le sens où l'entrepreneur va attendre que son sales performe tout de suite, tu vois, et qu'il n'y a pas ce temps peut-être d'implémentation qui est compris. Toi, tu parlais toi-même que ton temps d'observation était de 6 mois. Quelle serait peut-être selon toi la base ou la norme quand on accueille un sales avant de dire ok, lui il est nul, ou il faut que je le change, pas il est nul mais il faut que je le change, et se dire, tu vois, ce temps de ramp-up, en fait, à combien tu l'estimes? Alors, tu sais, je fais juste une toute petite digression. Un des indicateurs maintenant importants des startups, c'est le time to first deal, quoi. Ça veut dire, est-ce que mon organisation, et pour le coup, ça prend le contre-pied de ce ressenti que tu évoques, et qui est évidemment pas le bon, c'est pas la personne qui est pas assez performante, c'est le process d'onboarding de tes commerciaux qui est pas assez performant, tu vois, si les ventes sont pas faites assez tôt. Parce qu'on part du principe
que à partir du moment où, effectivement, et ça c'est le rôle des process de recrutement, de s'assurer que les compétences sont là, à partir du moment où les compétences sont là, c'est vraiment du rôle de l'entreprise et du manager commercial de mettre à disposition les outils pour performer. Et c'est pas forcément l'inverse, tu vois. Et quand je parle d'outils, je parle de former aux valeurs et au discours de la boîte, d'accord. Je parle pas d'outils de CRM ou de choses comme ça, hein. Je parle vraiment d'outils humains, tu vois, donc de formation, de comment est-ce qu'on connaît mieux les clients, comment est-ce qu'on traite les objections, comment est-ce qu'on apprend tout ça. Et donc, c'est vraiment le rôle de la boîte d'avoir le process d'onboarding le plus performant pour limiter ça. Donc, je retournerai presque le point en disant aux entrepreneurs, qu'est-ce que vous mettez comme matériel à disposition, à la fois humain et technique, des commerciaux qui vous rejoignent, tu vois, parce que s'ils mettent 3 mois à faire la première vente, c'est certainement qu'ils ne sont pas mis dans les bonnes conditions ou qu'ils n'ont pas les leads de qualité qui arrivent aussi, hein. Donc ça, c'est important. Après, si tu considères que tout est mis à disposition, je pense que ça dépend beaucoup du produit, mais au bout de la première semaine, il y a beaucoup d'observations, de shadow, de choses comme ça. La deuxième semaine, il peut y avoir des premiers calls qui soient pris. À partir de la troisième semaine, on va pouvoir commencer à déclencher des ventes quand même, tu vois. 3 semaines du coup de time to first deal. Ouais, je pense que ça me paraît cohérent, ouais, ça me paraît cohérent. Encore une fois, sur des ventes qui sont pas forcément complexes, mais après tu peux avoir tout à fait la vente qui arrive à la fin de la première semaine au premier call, hein, et c'est très bien. Je te parle moi parce que par rapport à nous, on est sur des produits qui sont un peu plus avancés, ça dépend aussi du niveau du produit. Et du montant d'achat, du temps de réflexion de la vente, etc. que ça peut prendre. Mais ouais, entre 2 et 3 semaines, tu dois pouvoir commencer à voir si ton commercial est performant ou pas. Mais encore une fois, attention, sous réserve qu'on lui ait donné toute la matière. Parce que c'est comme tu dis souvent, c'est tiens, prends ton téléphone, vends. Là, je t'ai mis un bout de script. Tu devrais y arriver, débrouille-toi, quoi. Tu vois. Et quels sont les... trop souvent. Ouais, ça c'est courant. Et ce serait quoi, justement, selon toi, peut-être les différentes cases à cocher dans un onboarding pour justement garantir un bon time to first deal? Pour moi, la première case à cocher, je pense, c'est de savoir ce que tu vends. Pas savoir en parler, savoir vivre ce que tu vends. Tu vois, donc moi, je me souviens toujours que dans les premières, quand je montais en compétences dans des boîtes, etc., par exemple, j'ai pris un job où je manageais une BU qui vendait des contrats dans les aéroports. Les 10 premiers jours, j'étais que dans les aéroports. Je ne suis pas sorti d'un aéroport pendant 10 jours. Tu vois, limite, tu dormais sur les bancs. Enfin, je caricature, mais quelque part, c'était, OK, qu'est-ce que, fondamentalement, j'apprendrai à en parler après, comment je ressens ce que je vends. Tu vois, quelle émotion ça me procure, comment je ressens, etc. Après, j'apprendrai à mettre les mots dessus qui vont permettre de le vendre. Mais d'abord, moi, personnellement, comment je ressens ça. Si je suis client et que je me trouve là, c'est quoi les émotions que ça génère pour moi, tu vois. Si je suis client et que je rentre dans ce programme, quelles sont les émotions que ça génère pour moi. Donc, moi, mon premier réflexe, c'est souvent d'aller parler aux gens qui délivrent. Si on a un problème de coaching, d'aller parler au coach le plus possible. Si on a un programme de transformation, de suivre le programme le plus possible, etc. Tu vois, de manière à savoir quelles émotions ça génère chez soi. Ça, c'est vraiment la première chose. Après, effectivement, c'est forcément s'approprier les valeurs, le vocabulaire de l'entreprise, etc. Donc, s'approprier les scripts, s'approprier les brochures, s'approprier tout ça. Mais le grille de lecture sera d'autant plus pertinente du moment où tu auras déjà vécu l'expérience. C'est pour ça que je reviens toujours à ce point-là. Et après, ce qui est important aussi, c'est que les outils qu'on va utiliser, si tu veux, c'est pas des choses qui vont nous faire des ventes. Pour moi, c'est des choses qui vont nous empêcher d'en rater. Donc je dirais la montée en compétence sur les outils, elle est importante, mais pour moi, elle est pas indispensable dans les premiers jours de l'onboarding. C'est quelque chose qui doit arriver très progressivement aussi, parce qu'il ne faut pas que le temps de cerveau soit pris là-dessus dans un premier temps. Le temps de cerveau dans un premier temps, il doit être pris sur effectivement qu'est-ce que je vais dire et comment je vais le dire, quoi. Il y a un sujet du coup qui revient évidemment régulièrement sur cette partie structuration qui est le Sales Enablement. Alors le Sales Enablement, c'est le fait de faciliter la performance commerciale. Tu parles beaucoup donc d'outils. Quels sont selon toi, ou un bon Sales Enablement selon toi, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça comprend? Important. Alors, si tu veux, si tu prends un peu de recul, c'est une nouvelle fonction. Enfin, c'est une fonction qui a été créée effectivement il y a quelques années et qui est de dire je laisse mes commerciaux se focuser au maximum sur l'échange avec les futurs clients et je mets des gens à disposition qui vont faire du sales enablement. Ça veut dire qu'ils vont tout leur faciliter, quoi. Et c'est notamment été justifié, si tu veux, ce poste-là par la complexité croissante des outils de CRM ou SN qu'on peut avoir maintenant, c'est-à-dire qu'ils font, comme on dit, papa, maman, etc. Et donc qui, à un moment donné, deviennent assez complexes au quotidien à utiliser ou en tout cas à interpréter, etc. Et donc,
le sales enablement, pour moi, enfin, la qualité d'un bon sales enablement, pour moi, c'est vraiment de mettre à disposition des informations et des accès à l'information qui soient fluides. D'accord? C'est pas forcément de produire la matière, ça reste du rôle du commerce et du marketing, comme on l'a dit, mais c'est vraiment de savoir comment leur mettre à disposition, comment faciliter, c'est tout bête, c'est-à-dire comment aller s'assurer que la bonne personne est dans le bon pipe dans un CRM, comment s'assurer qu'elle reçoit les automatisations qu'on peut mettre en place, ça c'est du ressort du sales enablement pour le coup, à quel moment on considère qu'elles sont pertinentes, à quel moment on considère qu'elles le sont moins. Parce qu'à vouloir tout automatiser aussi, si tu veux, quand tu fais venir quelqu'un dans ta boîte d'IA, je vais tout automatiser, tu perds en humain, tu perds en lien, et à un moment donné, l'idée c'est aussi d'avoir quelque chose de très gradué. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout un fan d'automatiser l'email qui valide une vente, tu vois. En tout cas, après une conversation commerciale, tu as toujours un email de feedback que tu envoies, si la personne a dit oui, etc. On va te faire parvenir tout ça. Quand tu commences à automatiser ces choses-là, en tout cas sur des ventes un peu premium, tu perds déjà ton lien directement avec ton client. Donc nous, on essaie de garder ça au maximum à la main pour que ce soit très personnalisé. Donc voilà, donc le sales enablement, son rôle, ça va être d'identifier tout ce qui peut être automatisable et le faire en accord avec le commercial pour que ça reste cohérent avec la valeur client. De te piloter et te sortir les bons rapports aussi, tu sais, de pilotage. Quand je te disais les indicateurs, les scorecards, pour le coup, c'est vraiment du ressort du sales enablement. Il faut que tu te donnes les informations dont tu as besoin, mais c'est lui qui doit te permettre en sorte de les produire, qu'elles soient à jour, et peut-être aussi de te proposer des angles de vue différents. Si jamais toi, tu n'as pas forcément, tu sais, tu as des datas croisées, par exemple, que tu n'as pas forcément idée de croiser et qui vont te donner des informations intéressantes sur ta performance. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un sales enablement. Et puis après, tu peux avoir aussi des facilitations, des logiciels qui font ça, mais à la lecture au débrief des calls que tu fais quand tu les enregistres, etc., peut-être te permettre de ressortir, je ne sais plus les logiciels qui font ça, Ringcover de faire ça très bien, je crois, ou de mettre un petit peu d'intelligence dans l'analyse des calls qui ont été faites, etc., pour ressortir les moments qui ont bien marché, ceux qui ont bien marché. Voilà. Et je pense que c'est aussi le rôle d'un sales enablement de t'accompagner sur le marché du logiciel commercial est en transformation permanente, et encore aujourd'hui. Ça n'arrête pas. Et donc, c'est aussi de te donner une information et je dirais une vision des bonnes pratiques et des nouvelles choses qui sortent qui peuvent être adaptées. Parce que tu peux pas tout faire, quoi. Tu as une stack d'outils justement qu'en tant que head of sales, tu peux plus te séparer? J'avoue que mon CRM, c'est très bête, mais là, on était sur HubSpot, que j'aimais bien, mais que je trouvais très complexe. On a basculé sur Pipedrive et j'en suis très content. Donc, moi, j'aime beaucoup ce logiciel-là. Pour sa simplicité, en fait, parce qu'en fait, c'est tout bête, mais tu as des couleurs rouge, vert, jaune en fonction de où tu en es, etc. Donc, quand tu connectes le matin sur ta vue qu'avant, tu vois tout de suite ce que tu as à faire et ta gestion des tâches. Donc, ça, c'est important. On travaille aussi, nous, de manière très simple avec un logiciel de numéro virtuel qui nous permet d'enregistrer les calls, etc. Et donc, ça, c'est quand même très utile, même si je trouve que je passe pas assez de temps à les écouter encore pour l'instant, parce que j'en manque. J'en manque un peu, vu qu'on est beaucoup encore sur. Enfin, je finis la structuration, mais ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai pas assez de temps pour écouter tout ça. Et puis après, je sais que il y a tous les outils. Lemlist est un super outil quand on veut faire de l'outbound, évidemment, parce qu'il est très simple, prise en main très facile. Et je sais qu'il y a tout un tas d'outils qui sortent un peu, qui vont être, tu sais, des outils. J'ai pas encore mis dedans, mais on va vraiment proposer des chambres d'échange, des CRM 2.0. En fait, on va vraiment proposer des chambres d'échange dédiées avec chaque prospect. Donc, ça veut dire qu'en fait, ton CRM il va te permettre d'ouvrir un canal où tu vas pouvoir avoir une gestion très personnalisée, pousser des documents vraiment où il ira les télécharger, etc. Tu sais, vraiment de manière personnalisée, caler des rendez-vous, créer des mini-rooms où tu peux caler des rendez-vous avec 2 ou 3 personnes, ça va te parler avec 2 ou 3 personnes, etc. Donc, ça va vraiment être passer d'une gestion où chaque lead a une transaction, je dirais, à plat, à dans chaque transaction, il y a une profondeur dans laquelle tu vas pouvoir partager plein de choses avec ton client. T'as GetAccept qui fait ça très bien. Ouais, et donc ça, je pense que c'est vraiment le futur sur le quoi le sales enablement va se brancher dans les 5 ans qui viennent. Ouais. Avec l'intelligence artificielle qui va arriver aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais on reste sur un métier qui sera humain. Ouais, Mojo est très bien. Ouais. Mojo pour moi est très bien, surtout dans l'analyse conversationnelle, ça te permet de faire des bons rapports, de filtrer selon des séquences et thématiques particulières. Donc, ok, parfait. Mais tu sais, se pose aussi la question, enfin, pardon, je sais que le temps avance, mais des coûts à gérer. Parce qu'en fait, on a vite tendance à accumuler les logiciels
et ça coûte à la fin très cher. Donc, surtout que maintenant, il y a beaucoup de facturation par nombre de licences, etc. Donc, pour le peu qu'on ait 5 ou 6 personnes, si tu les mets toutes sur Mojo, tu prends ton plan Play by Premium, etc. Machin, truc. Donc, ça aussi, ça se pilote. Et attention à la surutilisation de logiciels. Je sais que nous, on a fait un gros travail de rationalisation parce qu'on en avait dans tous les sens, qui nous coûtait 100 euros par mois d'un côté, ici. Et à la fin, c'est 2 ou 3 ventes par mois qui sont pris par des logiciels alors que tu les utilises pas, quoi. Ouais. Donc, Je voudrais juste revenir sur un point, je l'ai zappé parce que tu t'envoies un maximum d'informations, donc merci pour ça. C'était la place de l'outbound justement dans un business qui a oui. toujours fonctionné avec de l'inbound. Ouais. Comment on décide ou non, tu vois, de mettre cette partie-là et comment se positionner là-dessus quand tu as toujours fonctionné sur de l'inbound? Ouais, c'est une très très bonne question qu'on s'est beaucoup posée. Nous, on a décidé enfin, j'ai décidé qu'on lance l'outbound, il y a 3-4 mois. Avec quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le process d'outbound, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que tu as toute une phase où il faut éduquer des gens qui ne te connaissent pas avant qu'ils puissent accepter de te parler, faire confiance, etc. Et où le taux de reach est extrêmement bas. Et donc là où sur de l'inbound, je sais pas, tu peux avoir des taux de conversion au final de ton pipe entre le début et la fin qui sont de 20 ou 30%, tout compris. Sur l'inbound, tu peux être à moins de 5%. Pour autant, ça peut être des relais de croissance qui sont hyper importants, etc. Donc, l'outbound, c'est très consommateur de ressources et de temps, il faut en avoir Et de conscience, temps, ouais. et de temps. Pour autant, c'est aussi certainement les quelques pourcents qui vont t'amener au palier suivant que tu n'aurais pas si tu étais focusé sur l'inbound. Donc, c'est important. C'est une décision à prendre sur laquelle il faut avoir conscience de l'engagement que ça va prendre pour moi. Ça, c'est très important. La plus grande difficulté qu'on a eue, nous, sur l'outbound, et Gaël au marketing a fait un travail formidable, ça veut dire qu'il a scrappé énormément de choses sur le web, etc. Il nous a sorti plein de contacts, mais c'est vraiment, si tu veux, le fait tu te dis, allez, cette semaine, je lance 20 mails, je lance 20 séquences d'outbound. Parce que outbound, tu sais, en général, c'est 3 ou 4 moments où tu te dis, j'envoie un premier mail, je fais une relance, j'essaye sur LinkedIn, j'essaye sur Insta, et puis à la fin, je passe un coup de téléphone. Enfin, il y a plusieurs étapes. Donc, tu lances 20 séquences cette semaine. La semaine suivante, tu te dis que tu vas en lancer 20. Mais il faut que tu relances les 20 que tu as lancés avant. Et puis la semaine suivante, tu vas en lancer 20. Il faut que tu relances les 20 puis les 20 que tu as lancés avant. Donc tout ça fait qu'au bout d'un mois ou deux, tu te retrouves avec 200 personnes à gérer dans ton pipe et tu n'as pas le temps pour envoyer 200 mails. Tu vois. Donc c'est pour ça que la outbound, il faut vraiment essayer de prévoir sa charge de travail vis-à-vis de ça pour être sûr d'aller au bout des séquences. Parce qu'en fait, on se rend compte que les séquences fonctionnent pas au premier mail, pas au deuxième, mais peut-être au troisième ou au quatrième. Et donc, c'est ça qui est important, c'est vraiment je dirais la cohérence de ça. Alors, évidemment, tu as beaucoup d'automatisation et d'outils qui peuvent le faire pour toi, mais quand tu veux être dans une séquence outbound qualitative, à un moment donné, tu peux essayer de lancer 1000 mails comme ça et attendre de voir qui répond, mais ça ne marchera pas très bien. Et de moins en moins bien, de toute façon, le marché se sophistique de plus en plus, c'est de moins en moins efficace. Ouais. Donc l'outbound doit être très personnel aussi, donc ça veut dire qu'il faut passer du temps pour savoir à qui tu parles, il faut regarder un peu ce qu'ils font, etc. Et donc mon conseil sur l'outbound, c'est les taux de conversion sont faibles, il faut en avoir conscience, donc il faut y aller si on a du temps et de la ressource pour ça. Voilà. Quitte à dédier quelqu'un à ça, il n'y a pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre de l'outbound des résultats qui soient aussi rapides que sur l'inbound, parce que de toute façon, vous aurez forcément un pas de temps plus important. Complètement d'accord. Et le fait d'attendre, encore une fois, d'avoir les mêmes résultats ou conversions. Moi, j'ai des clients qui m'appellent, surtout des infopreneurs, qui disent, bon, j'ai un fichier, j'ai 1500 leads, moi, je vise au moins 300 000 euros de chiffre d'affaires sur ce fichier-là. C'est-à-dire, voilà, vu le potentiel, 300K. D'accord, tu l'as déjà exploité le fichier? Non. Mais bon, voilà les montants. Et oui, mais tu as déjà appelé? Non. Donc, en fait, on ne peut pas attendre et fonctionner d'ailleurs d'un point de vue chiffrage et attente. De la même manière qu'on fonctionne sur les inbound. Naturellement, l'outbound va être beaucoup plus cuté et donc moins performant, c'est normal. Et de ne pas fixer des chiffres ou des conversions un peu comme ça, quoi. Sûr. Et puis tu sais, en plus, ça te refait faire quasiment une grande partie de ton process, ça te fait dupliquer une grande partie de ton process sales parce que tu parles pas du tout de la même façon à quelqu'un qui ne te connaît pas et qui sait pas pourquoi tu l'appelles, et quelqu'un qui a pris un rendez-vous, qui est déjà chauffé, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je trouve en revanche que c'est un exercice très intéressant pour te reposer vraiment sur ta proposition de valeur fondamentale, tu vois.
Parce qu'aller parler à quelqu'un qui t'a passé le fameux elevator pitch, quoi. C'est-à-dire aller parler à quelqu'un de ce que tu fais rapidement pour l'accrocher, tout en sachant que si au bout de 3 minutes de call, t'es pas intéressant, il va te dire bye bye, quoi, parce qu'il aura autre chose à faire. Donc ça te repose vraiment aussi sur les fondamentaux de ton offre, sur les fondamentaux de ta proposition de valeur. C'est un exercice qui est intéressant quand même de ce côté-là. Que tu n'as pas forcément KPI, sur de l'inbound, parce que l'inbound, les gens savent déjà ce qu'ils vont trouver quelque part. ils ont déjà pu travailler, ouais. Il y a plus de confiance. Ouais, d'un point de vue KPI, qu'est-ce que tu regardes quand tu es Head of Sales chez ton équipe? C'est quoi les indicateurs clés importants pour toi? Moi, ce que je regarde beaucoup, on a une scorecard qui est extrêmement... En fait, on a une scorecard macro que j'ai déclinée en une scorecard extrêmement détaillée. Donc, la scorecard macro, elle mesure très, très simplement le nombre de calls qu'on a des différentes étapes et le nombre de ventes qu'on peut faire. Ça, c'est par programme, c'est très standard. Mais par contre, après, je rentre dans le détail de tout. C'est-à-dire que ce que je regarde, c'est, OK, quand on prend tel call, quelle a été l'action suivante du call? Quel pourcentage, évidemment, on n'a rien donné. Quel pourcentage est passé à l'étape suivante? Quel pourcentage nécessite un second call parce qu'on n'a pas assez avancé? Et quel pourcentage a été mis en advisory coach parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas clair sur notre compétence et qu'il voulait en savoir plus de manière concrète. Ouais. Ensuite, à l'étape d'après, c'est pareil. C'est quel pourcentage m'a permis de... la personne m'a dit oui et en combien de temps elle a payé après m'avoir dit oui, tu vois, parce que tu as des gens qui disent oui mais qui payent jamais. Quel pourcentage de personnes m'a dit ok, on se rappelle la semaine prochaine, quel pourcentage m'a dit c'est pas pour moi, et quel pourcentage m'a dit bah non mais moi je suis prêt que dans 6 mois, tu vois. Donc en fait vraiment mon process sales c'est très simple, hein, c'est fait sur Miro, c'est-à-dire que j'ai des boîtes, différentes options de parcours à chaque boîte et je mesure chaque ligne. Chaque ligne de mon process, en fait, elle a un petit indicateur pour savoir où vont les leads, comment ils vont et ce qui se passe bien et pas bien, quoi. Et ouais, effectivement, le temps de paiement aussi des leads est quelque chose qu'on mesure qui est important parce qu'on se rend compte que il y a des gens qui payent très vite, il y a des gens qui mettent beaucoup de temps à payer, donc j'aimerais bien comprendre pourquoi. Tu vois, est-ce que c'est que la performance sales n'a pas été suffisamment incitative? Est-ce que c'est une question de profil? Voilà, donc il faut qu'on ramène tout ça aussi. Voilà, je regarde aussi régulièrement les temps de conversation téléphonique parce que je trouve que c'est important aussi, tu vois. Est-ce que les appels de vente qu'on fait, c'est des appels de 30 minutes? Est-ce que ceux où les ventes sont faites, c'est plutôt des appels de 40 ou 50? Auquel cas, peut-être que le temps que j'avais imaginé n'est pas forcément le meilleur temps pour convaincre. Voilà, donc on regarde aussi toutes ces choses-là. On a balayé plein de choses. Pardon, ouais. Mon conseil, c'est dès que vous avez une ligne de structure, de process, mesurez-la, quoi. Voilà, pardon, tout ce qui se mesure s'améliore. Fameux Exactement. Proverbe. Exactement. Raph, tu as partagé énormément de valeur et je te remercie beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a un sujet ou un point en particulier qu'on n'a pas abordé, qui te tiendrait à cœur et que tu voudrais partager? Il y a un sujet, simplement, si on peut finir par ça, c'est la notion qui me tiendrait à cœur, c'est la notion de référence active. Je trouve que alors, la référence active, c'est vraiment de dire à quelqu'un qui suit nos programmes et qui est content, est-ce que tu peux m'aider à en parler autour de toi et avoir plus de clients? Tu vois, c'est quelque chose de vraiment puissant. Moi, j'ai toujours fait et que je trouve dans l'infoprenariat était pas forcément, en tout cas quand je suis arrivé, était pas forcément hyper travaillé ou que je vois pas tout le temps, ou c'est quelque chose qu'on laisse un petit peu de côté. Mais c'est vrai que par référence, par exemple, je donne un exemple. Moi, j'ai suivi des formations avec des gens de Krauthammer, qui sont des gens qui font de la formation commerciale en Suisse, etc. Il y a 15 ans, ils avaient vraiment pignon sur rue. C'est des gens super bien, je les aime beaucoup. Et à la fin d'une formation de Krauthammer, le directeur de formation, il fait un tour de table et il te demande, OK, maintenant, je sais que vous avez aimé la formation, en tout cas, je l'espère, c'est bien passé. Est-ce que vous pouvez me donner 2 noms de personnes autour de vous que vous pensez susceptibles de cette formation? Et est-ce que surtout, vous pouvez les appeler en leur disant que moi, je vais les contacter? Et donc, tu demandes à ton client d'être un peu actif pour toi. Le levier que ton client, en fait, il a intérêt à le faire parce que déjà, il a envie de te remercier parce qu'il a vécu une super expérience, normalement, dans le programme, ça c'est important. Quand tu as des communautés, c'est souvent parce qu'il veut aussi que la communauté soit canon, qu'il a envie qu'il y ait des personnes qu'il connaît autour de lui qui en fassent partie aussi, donc il a envie, c'est à rejoindre le programme. Et puis le fait de demander à ton client d'être actif, ça veut dire de te recommander avant que le commercial appelle, ça l'engage aussi un peu. Et donc cette notion vraiment, je trouve, faut pas négliger les programmes de référence qui sont très importants, parce qu'un client mécontent, on dit qu'on peut en perdre 10, mais un client content, on est sûr qu'il nous en amène au moins 1. Tu vois. Et donc ça c'est très important pour moi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de travailler
qu'on n'a pas évoqué, mais si on parle d'inbound, on parle d'outbound, jamais oublier la référence. Qui peut être très puissant pour avoir des gens vraiment qualifiés rapidement. Et souvent, les ventes de référence, c'est des ventes faciles, enfin faciles au sens où quand on est pré-recommandé, quand on sait que quelqu'un a les mêmes valeurs, etc., ça peut vraiment matcher facilement. Bah, je trouve que c'est important que tu mettes ça en avant parce que ça ramène aussi un peu à l'importance et la posture que le sales doit avoir, parce que bah, on peut avoir un sales qui est là pour ses objectifs, qui va closer son deal et ensuite bah, next, toi, je passe à mes calls, etc. Pour moi, le bon sales, c'est celui qui va être entre le chasseur et le farmer, dans le sens bah, j'ai closé mon deal et genre je suis trop content, j'ai cherché ma perf. Par contre, ben, je sais que j'ai déjà un vivier qui a acheté et que derrière potentiellement, bah, comme dans 6 mois ou dans un an, c'est peut-être ce client-là qui va me la faire. Et donc c'est envoyer des messages un peu comme un account manager qui va pour juste prendre soin de son deal closé, qui va dire comment tu t'es senti, comment ça va. Par exemple, si sur l'échange vous avez la date d'anniversaire, bah, vous marquez dans votre agenda l'anniversaire de votre client, vous lui envoyez un message, etc. Donc c'est bien parce que ça permet aussi de rappeler aux sales qu'on n'est pas juste des machines à lead et que c'est avant tout une expérience humaine. Ça ramène aussi au fait que bah, si vous n'aimez pas votre produit, vous n'aurez pas envie de relancer vos clients pour savoir comment ça se passe à l'intérieur du programme parce que vous savez que c'est tout claqué. Donc d'où l'importance. Et si vous n'aimez pas vos clients non plus, bien sûr. Ouais, bah, si vous n'aimez pas vos clients, vous avez encore moins envie de les avoir. Une chose que je dis aussi, c'est un sales pour moi, il doit se positionner aussi en CEO ou en coach. Est-ce que le client que vous avez en téléphone, si vous étiez le propriétaire de la boîte ou si vous étiez le coach auquel votre client va avoir affaire, est-ce que vous, en tant que coach, vous avez envie de l'avoir? C'est déjà des bons indicateurs, je pense aussi à garder en ligne de compte. Et ça me rappelle une approche qui était utilisée plutôt sur du B2B où en fait le commercial disait en amont de la vente, bon, je vais m'occuper de vous, etc. Par contre, quand j'aurai terminé de m'occuper de vous, je vous demanderai un service uniquement si vous avez été satisfait. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, ça dépendra, mais qu'est-ce que c'est? Non, je garde la surprise, je vous le dirai. Donc, il fait la vente, voilà, il le place juste en amont. Et quand il a terminé et que, bah, par exemple, je pense à un commercial que j'ai accompagné qui était dans la pose enfin, il vendait des fenêtres en fait, voilà, et de l'énergie. Et en gros, il disait ça à ses clients en amont. Et à la fin, vous avez été satisfait? Ouais, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous êtes content? 10. Vous vous rappelez, je vous ai demandé un service. C'est que si vous êtes satisfait, vous deviez me rendre un service de votre côté. Oui, c'est quoi? Tenez, j'ai une feuille et sur cette feuille-là, je vais vous marquer 3 noms de personnes que vous aimeriez me recommander avec les numéros de téléphone. Et je trouve ça sympa dans le sens où tu préviens en amont, tu vois, un petit peu quand même que tu vas faire du referral. Et à la fin, bah forcément, je trouve que ça met un côté un peu jeu aussi qui est intéressant. C'est très sympa. Et c'est complètement dans l'esprit du referral et de sa puissance, quoi. Parce que voilà, vos clients sont vos meilleurs vendeurs. Ça, faut jamais l'oublier. C'est un basique. Jamais l'oublier. Bon, bah, Raph, moi j'ai pris énormément de plaisir. Hein. Je savais que ça allait être bien. On est à 1h20, donc je pense que c'est l'épisode qui aura duré le plus longtemps. Mais il y a tellement de sujets à balayer. Et franchement, je trouve ça passionnant et c'est un plaisir de pouvoir les partager aussi avec toi. Donc, bah, merci beaucoup. Je suis très, très content que des personnes comme toi aussi portent cette vision de la vente et de structuration commerciale, surtout dans notre marché. Donc, moi, je l'avais dit à Romain, je suis fan de son approche et de sa vision, et je suis fan aussi en tout cas, de son équipe, mais d'avoir des personnes comme toi qui portent aussi ces sujets-là, surtout sur la partie commerciale. Donc, merci beaucoup. Merci pour la valeur. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager ou est-ce qu'on peut vous retrouver ou des choses en particulier? Bah écoute, non, déjà te remercier, pas hésiter effectivement à regarder ce qu'on peut faire chez Squared. Écouter aussi tous les podcasts que tu peux faire, Julien, parce que moi j'en ai écouté plein avant qu'on se parle et il y a énormément de valeur. Donc je tenais à le partager avec ma vision. Enfin voilà, j'ai trouvé des interlocuteurs de grande qualité. Donc voilà, c'était un plaisir d'être là, de pouvoir échanger. J'espère qu'on a été assez concret et je te remercie de m'avoir souvent ramené sur le concret. Avec plaisir, je pense qu'il y a 1h20 de valeur supplémentaire ajoutée au podcast, donc merci à toi de contribuer aussi à ça. Voilà. Bon, parfait, merci beaucoup Raphaël. Merci beaucoup pour ton temps encore une fois et la valeur que tu as pu apporter. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très vite. Toi aussi, à très vite. Salut.